Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur Sport en France. C'est l'heure de votre rendez-vous Génération Jeune. Les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 approchent. Et nous, dans cette émission, on cherche les pépites, les plus grands espoirs, ceux qui feront le sport français des années 2020. Et oui, sacré défi pour eux. Mon invité du jour est un rugbyman fauteuil. Il disputait il y a quelques jours la Coupe du Monde avec le 13 de France. Après 2 titres mondiaux, en 2013 et 2017, les Bleus ont décroché une magnifique médaille d'argent. Laissez-moi vous présenter le vice-champion du monde, Arnaud Vargas. Dans la story du jour, c'est parti. Salut Arnaud, quel honneur d'avoir un vice-champion du monde dans cette émission. Comment tu vas? Je vais très bien Maxime, et vous? Eh bien ça va super. D'où est-ce que tu m'appelles? Alors là, je vous appelle actuellement de Toulouse, là où je vis pour mes études. Ok, on n'a pas pris l'accent du sud-ouest? Pas encore? Un petit peu, un petit peu quand même? Ouais, ça commence. Bon, comment ça se passe ton retour en France après cette médaille d'argent? Est-ce que tu as déjà repris le cours de ta petite vie toulousaine? Eh bien, ça y est, là, j'ai repris les cours. Tant bien que mal, le temps de se réadapter a été très court. Parce qu'on est rentré dimanche et j'ai repris les cours le lundi directement. Donc, c'est un peu dur, mais on s'y fait. Eh, les bonnes habitudes, comme on dit. C'est ça, ouais. Alors, avant de revenir précisément sur toute ta belle carrière et cette médaille d'argent en Coupe du Monde, j'aimerais que tu me racontes ton histoire. Pour résumer, tu es tout d'abord originaire de Saint-Pierre-la-Mer. Je ne connaissais pas du tout ce patelin avant cette émission. C'est près de Narbonne, c'est ça? C'est ça, c'est une petite station balnéaire qui dépend de la commune de Fleury-d'Aude, dans l'Aude. Ça te manque ou pas? Ouais, j'y vais dès que je peux, le week-end, dès que j'ai pas rugby ou que j'ai le temps. Alors, tu es en équipe de France de rugby fauteuil à 13. Tu évolues au sein du plus grand club français, les Dragons catalans, à Perpignan. Tu t'entraînes, moitié Toulouse du coup, mais surtout à Perpignan, donc ça doit être sympa, les petits allers-retours. Tu fais tes cours à Toulouse, tu es en master d'architecture d'intérieur et design. C'est ça. S'il vous plaît, monsieur. Et donc voilà, une vie bien remplie. En 2015, tu es victime d'un accident de la route, suite auquel tu es donc amputé des 2 jambes. Mais j'ai comme l'impression que depuis tout petit, tu es une pile électrique et surtout un énorme passionné de sport. Ouais, c'est vrai que j'ai toujours fait énormément de sport et cumulé différents sports tout le temps, que ce soit du rugby à 15, de la boxe thaï ou du crossfit, juste pour essayer de m'entretenir ou me régaler. Et là, actuellement, même en jouant chez les Dragons, qui est à Perpignan, vivant à Toulouse, donc 2 heures de route aller, 2 heures retour, je continue à m'entraîner à la salle de sport, moi, de mon côté, à m'entretenir le cardio et le physique. Alors, tu l'as dit, tu as fait donc du foot, de la boxe thaï, du karaté même je crois, du water polo quand tu étais petit et tu n'as jamais eu envie de te dire je me mets à fond en fait dans un seul sport? Disons que j'ai comme passion le rugby quand même depuis toujours. Ouais. C'est mon sport fétiche. Le collectif, c'est mon sport et un peu mon essence de vie. Et c'est vrai que je me suis un peu consacré aussi à d'autres sports là depuis quelques années, notamment l'aviron, grâce au programme La Relève mis en place pour les JO 2024 à Paris. Et c'est vrai que j'ai dû mettre en stand-by pour la Coupe du Monde de rugby. Mais c'est quelque chose là que je compte reprendre et essayer aussi d'autres sports possibles avec le dispositif de La Relève. Et en fait, c'est vrai que faire qu'un sport à 100%, c'est super, mais il faut savoir aussi un peu se diversifier pour garder la passion et entretenir un peu le côté sportif dans notre entraînement. Alors cette passion, tu m'as dit que tu avais passion rugby depuis que tu étais tout jeune. Rugby à 15 d'abord, mais ça vient d'où, de qui, pourquoi? Alors, rugby à 15, c'est venu essentiellement de mes grands-pères, de mon parrain, mon oncle qui était fan de rugby. Moi, j'avais commencé essentiellement avec le foot, water polo, parce que les copains y étaient. Et au final, j'ai commencé à changer de sport et j'ai découvert le rugby quand j'étais en 6e et ça a été un déclic pour moi en tant que jeune homme et aussi en tant que sportif. Donc rugby à 13, c'est ça? Alors, j'ai toujours fait du rugby à 15. Ok. À Narbonne, on est plutôt basé sur le rugby à 15. Ouais. Et j'ai découvert le rugby à 13 après mon accident.
Et je dois avouer que j'en suis tombé complètement amoureux et je me régale dans le sport fauteuil parce que finalement, c'est à l'identique des règles de valide et je me régale de les voir jouer les valides et de jouer en fait au fauteuil. Alors justement, tiens, c'est quoi la différence entre le rugby à 15 et le rugby à 13? Alors, il va y avoir plein de différences, notamment par le nombre de joueurs qui vont être sur le terrain, mais aussi le fait que des actions se font sur 5 tenues, c'est-à-dire 5 plaquages maximum. Au sixième, le ballon change de main. Et après, voilà, il y a toutes des phases techniques, tactiques qui vont changer. C'est un sport qui est très dynamique, qui a très peu de temps de pause et au final qui n'arrête pas de rentrer dans l'impact, dans le mouvement. Donc c'est un sport très rapide et sur lequel on a peu de temps finalement pour se reposer. Ouais. T'avais quel poste, toi, quand tu faisais du rugby à 15 à Narbonne? Alors rugby à 15, moi j'ai joué en tant que talonneur et pilier. C'est-à-dire, c'est quel rôle exactement au sein de l'équipe? En général, c'est celui qui met la tête à la première C'est ça? et qui réfléchit le moins possible. Beaucoup de contacts. Ouais, Ok. Donc en 2015, il y a cet accident de la route. Tu es amputé de tes 2 jambes. Tu perds un très bon ami à toi aussi. J'imagine qu'il y a d'abord pour toi une énorme phase d'acceptation et d'adaptation. Mais tu repars, c'est assez fou, parce que tu repars vraiment très très vite dans ce milieu du sport. Tu retrouves ta vie normale et tes études en fait. c'est ça. Ben, en fait, il fallait rapidement se remettre sur pied, comme j'ai toujours dit. Et donc, le plus important pour moi était déjà la mémoire de mon meilleur ami qui est parti justement dans l'accident, pour qui il fallait que je me remette rapidement sur le fait que j'avais pas le droit de trop m'apitoyer sur moi-même et de reprendre la vie en main pour garder, en fait, et sauvegarder sa mémoire. Donc, en fait, je me suis remis de suite à fond dans la rééducation pour me remettre rapidement sur pied, remarcher, reprendre une vie active. J'ai eu un énorme soutien de tous mes amis, mes proches, ma famille, mon kiné. Ça a été des moments très éprouvants, mais avec qui j'ai pu avoir des moments d'affection et de soutien énormes, que ce soit par le sport ou l'activité physique ou les gens. Donc en fait, ça a été rapide pour se remettre dans la vie active et pour commencer à s'accepter soi-même, à accepter la vie qu'on a. Et ça, après, j'ai pu vraiment évoluer grâce à ça et l'accepter pleinement grâce au rugby fauteuil quand j'ai commencé à Toulouse. Alors il me semble que pendant ta rééducation, tu fais des rencontres qui vont justement marquer un petit peu ta vie et ta carrière de rugbyman fauteuil. C'est ça, ben, j'ai eu la chance dans mon malheur et dans le sien de rencontrer Cyril Torres, qui a été un des capitaines de l'équipe de France, très grand joueur, double champion du monde ou triple, et qui jouait à ce moment-là au Saint-Jory, à Toulouse, et en fait que j'ai rencontré par le biais de mon kiné, et qui me dit, voilà, il y a le capitaine de l'équipe de France de rugby fauteuil qui est là, si tu veux le rencontrer pour parler avec lui. Et on a parlé, il m'a présenté le sport, et donc du coup, il m'a donné des contacts avec qui j'ai pu appeler au Stade Toulousain, essayer. Et du coup, grâce à lui, j'ai pu découvrir le sport et je remercie beaucoup pour ça. Alors c'est quoi tes premiers souvenirs quand tu essayes pour la première fois ce nouveau sport? Mais comme j'ai toujours dit, j'ai été dans le cliché parce que bon, je connaissais ni l'handicap, ni l'handisport, ni les sports paralympiques. Donc en fait, j'ai découvert ça d'un coup et quand je suis arrivé dans ce sport qu'on m'avait parlé, je me suis imaginé donc du coup du fauteuil. Et comme je dis à chaque fois, le stéréotype du handicap, la personne qui se fait juste une passe dans un fauteuil, je me suis dit ça va être mou, je vais m'embêter, je vais pas trouver de passion. Et au final, premier entraînement, j'ai pris des impacts, Tu t'es retrouvé par je suis terre. reparti. Ah ouais, j'ai volé comme jamais j'ai volé même au rugby valide. Et en fait, de suite, j'ai adoré ce sport et j'ai dit qu'il était pour moi. Alors c'est quoi du coup la particularité du rugby à 13 fauteuils par rapport au valide? Alors, la particularité, c'est que nous, du coup, on joue avec ce qu'on appelle des tags, c'est-à-dire en fait des drapeaux comme on peut voir sur les épaules, donc qui vont marquer un plaquage. Donc, on va appeler ça une tenue aussi au rugby à 13. Et donc, soit le plaquage est marqué par l'achat en fait de ce tag, ou alors par le fait que le joueur tombe ballon à main pour marquer un plaquage. Quel est ton rôle dans l'équipe, dans cette équipe du 13 de France? Alors moi, que ce soit dans le 13 de France ou chez les Ouais. Dragons, je suis quelqu'un qui joue énormément pour le collectif. Mon rôle, c'est de prendre des ballons pour essayer de casser la défense, essayer de pénétrer, d'amener deux défenseurs sur moi, de me reflaguer, comme on dit, rapidement, Ouais.
pour qu'en fait les deux joueurs soient hors jeu et que mes coéquipiers puissent jouer justement en vitesse sur ces joueurs-là qui ne peuvent pas se retourner et justement après marquer des essais. Je suis plus un passeur, un joueur de l'ombre, comme j'aime le dire, parce que j'aime jouer pour le collectif et je ne suis pas quelqu'un qui va marquer souvent des essais, mais qui va en donner beaucoup, normalement. C'est hyper impressionnant, j'adore. J'adore, j'adore. Gentil. C'est hyper tactique en plus, en fait. Ouais, c'est beaucoup de tactique, il faut avoir une grosse vision de jeu. Et on n'a pas l'impression comme ça, mais tout est calculé parce qu'en fauteuil, on n'a pas les mêmes mouvements qu'en valide. Donc il faut jauger le fait qu'on va prendre un impact selon les handicaps ou selon le fauteuil qu'on a. En fait, il faut être capable d'analyser le recul qu'on va prendre. Il faut être capable aussi d'analyser le fait qu'on va pouvoir avancer rapidement, reculer rapidement. Il faut être vraiment attentif à tous ces facteurs et surtout réussir à prendre en compte comment on va pouvoir pénétrer une défense, Ouais. comment on va pouvoir défendre justement. C'était le plus dur pour toi au début d'apprendre à maîtriser justement ce fauteuil? La plus grosse partie du rugby, c'est fauteuil, c'est d'apprendre à maîtriser un fauteuil, de réussir à faire corps avec lui. Donc j'en ai essayé Ouais. beaucoup et je suis passé par des fauteuils qui ne m'allaient pas du tout. Et là maintenant, je commence à avoir une bonne appréhension avec celui que j'ai. J'arrive à faire corps avec lui, comme on dit, parce qu'on a des sangles, donc on est attaché à nos fauteuils quand même. Et c'est important de réussir à avoir un bon fauteuil dans lequel on est en bonne condition et dans lequel on va réussir à avoir des mouvements en fait propres. En vrai, je pense qu'on s'en rend pas compte de l'extérieur, mais c'est bien évidemment que c'est pas du tout le fauteuil que tu as dans ta vie de tous les jours, j'imagine. Ouais, non, pas du tout. Et ça doit coûter assez cher quand même un fauteuil pour faire ta passion. Pour nous, un fauteuil sport, c'est quand même au minimum en avoir un correct, mais dans lequel on va pas être sûr qu'il tienne au niveau des impacts. Ça va être un autour des 5 000 euros. Un bon fauteuil sport qui va essayer de tenir au moins un an, c'est entre 8 000 et 9 000 euros. Waouh. Et t'as des Ouais, partenaires pour ça qui t'aident? non, j'en ai pas pour l'instant. C'est ce que j'ai pris Incroyable. maintenant en essayant d'avoir justement le statut sportif de haut niveau. Donc là, c'était surtout dans les économies, la famille qui m'aidait pour l'achat des fauteuils et du coup, voilà. Et là, c'est vrai qu'à force de prendre des impacts, que ce soit quand on joue dans les matchs internationaux ou en championnat, je commence à avoir pas mal de frais au niveau des soudeurs pour Tu m'étonnes. justement ressouder le fauteuil et le remettre en état. Ouais. Eh ben. Après ton accident, quand tu reprends l'école, tout ça, comment ça se passe pour toi? Alors, c'est vrai que quand j'ai repris l'école, alors, heureusement, j'avais une école fantastique avec qui j'avais commencé ma prépa à ce moment-là, qui m'a gardé une place pour l'année d'après. Et si jamais je pouvais pas revenir, il m'aurait gardé pour l'année encore qui suivrait. Et en fait, j'avais un peu l'appréhension de reprendre les cours, de revoir des gens que je ne connaissais pas avec cet handicap, le jugement, la vision des autres, parce que je vivais avec mes amis, ma famille, donc c'était assez simple. Mais au final, je suis tombé avec des gens fantastiques qui m'ont vachement aidé à m'accepter, avec qui j'ai vachement parlé, avec qui je me suis ouvert. Et ça m'a vachement aidé en fait à appréhender, en fait, à moins appréhender le regard des autres et à le vivre, à l'accepter. Des étudiants avec qui tu faisais des petites parties de basket entre les cours, n'est-ce pas? Ouais, c'est ça. Bon, au bout de combien de temps tu intègres cette fameuse équipe des Dragons catalans? Alors, les Dragons catalans, je les intègre à l'année 2017. Donc, après ma première année Waouh. chez du coup, le Stade Toulousain, chez qui j'ai appris le rugby fauteuil et là où j'ai appris à aimer. Et donc, je rencontre Claude Massé, qui était joueur chez les Dragons à ce moment-là, avec qui on me parle. Et j'avais fait mon premier match contre les Dragons, contre qui j'avais pris plusieurs claques, que ce soit physique ou alors réelles, notamment par Gilles ou Nico ou Seb, qui ont été des moteurs pour moi quand même dans ce sport et qui m'ont beaucoup appris. Et donc, je les ai rencontrés, j'ai découvert leur univers et leur façon de penser du rugby, du sport, du collectif, de la famille. Et là, j'ai retrouvé toutes mes valeurs rugbystiques et je ne pouvais pas ne pas aller dans leur club et profiter pleinement en fait, de cette passion. C'est sûr. Bon, tu devais être trop content parce que tu intègres le plus grand club de France. Ils sont Mm. multiples champions de France. Vous avez gagné la saison dernière contre Montauban. Euh, Ouais. Comment ça s'est passé cette saison-là? On voit les images. Bon, on a eu une saison intense, un retour de Covid, donc on était toutes les équipes impatientes de reprendre ce championnat.
on revenait quand même de 2 ans assez compliqués avec cette période de Covid où on n'avait pas accès à l'équipement dont on avait besoin pour que ce soit de nous remettre en condition physique ou s'entraîner. Donc on a tous essayé de gérer un peu notre prépa de chacun de notre côté. Et donc dès qu'on a repris la saison, on a tous été des morts de faim, l'entraînement, pendant les matchs. Et je pense que ça s'est ressenti vachement sur les terrains, que ce soit pendant le championnat ou à la finale. C'est clair. Puis là, j'ai l'impression que vous êtes toujours mort de faim parce que vous êtes en tête, non? Pour l'instant. On est en tête, là, on a une reprise là, qui va être intense. Et, on a un championnat qui a un peu changé, mais ça va être top et on est à fond dedans. Bon, il y a quelques jours, tu étais en Angleterre pour disputer ta toute première Coupe du Monde avec le 13 de France. Ça se déroulait dans l'une des plus grandes gares à Manchester, la Manchester Central. Comment c'était? Raconte-moi l'ambiance, la compétition, comment ça s'est passé? Alors déjà, la compète était incroyable. L'Angleterre a fait un travail énorme sur cette Coupe du Monde. On a pour la première fois, je pense, ressenti une certaine reconnaissance du sport. Ouais. Dans laquelle on ne s'y attendait pas. Même les plus anciens de notre équipe, qui ont déjà fait plusieurs Coupes du Monde, ont été surpris par toutes les infrastructures qui étaient mises à disposition, tout le contexte qu'il y avait autour, c'était incroyable. Puis on avait un groupe, une famille incroyable. J'avais des mecs qui étaient super, qui m'ont poussé vers l'eau dans le sport, avec qui on se tenait par la main pour s'élever tous ensemble. Donc c'était super. Et on a vécu donc une finale quand même triste dans le dénouement final, Ouais. mais qui était quand même incroyable parce qu'on était dans une salle comme on n'a jamais joué, avec une ambiance monstrueuse. Plus de 4000 spectateurs, guichet fermé. Ouais, c'était incroyable. C'était incroyable. On s'est régalé, c'était une expérience folle. Bon, la finale face à l'Angleterre, c'est un classique, j'ai envie de dire. Ouais. Sauf que cette fois, c'est vrai que ça a tourné pour les Anglais. Et franchement, c'était un match de dingue jusqu'au dernier moment. C'était hyper serré. J'ose même pas imaginer, je te jure, l'état dans lequel tu devais être sur le terrain. C'est vrai qu'on a été vachement frustrés de la défaite. On commence à la digérer petit à petit pour se remettre déjà en condition pour 2025, la prochaine Coupe du Monde en France. Et là, par contre, on est tous morts de faim pour la suite et on a déjà tous attaqué notre prépa pour être en forme là dans 2 ans et demi. Non, mais en plus, c'est en France, en 2025. C'est en France, ouais. C'est ça qui est encore plus beau. Donc tout le monde, je dis bien tout le monde doit venir. Ah là, j'espère qu'il y aura du monde pour nous soutenir parce qu'on en a eu beaucoup déjà. On a eu pas mal de supporters qui sont venus, ça nous a fait du bien. Ouais. Et on a eu un soutien énorme de France qui a été très important pour nous parce que le sport est quand même méconnu, mais c'est un sport spectaculaire qui est vachement basé sur l'inclusion entre valides, handi, hommes, femmes. Et c'est un sport qui mérite d'être connu et de se le développer encore. Oui, c'est vrai qu'on ne l'a pas dit ça, mais les valides peuvent faire partie de ton équipe en fait. C'est ça, on est 5 sur le terrain et on a le droit à 2 valides maximum sur le terrain dans les règles internationales. Et c'est vrai que c'est une importance quand même pour nous parce que c'est un sport qui en général a été créé entre les valides et les handis pour les anciens coéquipiers. Donc il y en a un qui était blessé ou qui a eu un accident, qui ne pouvait plus du coup jouer au rugby. On a par exemple la famille Clausel avec nous en équipe de France ou chez les Dragons, c'est l'oncle et le neveu. Et c'est magnifique à voir, comme la famille Verdi, que ce soit à Avignon, où ils jouent entre père, fils ou frère. Incroyable. Voilà, pour moi, c'est une importance primordiale dans ce sport de continuer à garder cette inclusion. Et c'est vrai que je ne t'ai pas demandé, mais pourquoi rugby à 13 alors que vous êtes 5 sur le terrain? Alors, c'est parce qu'on est basé sur les règles de 13 et on est affilié à la fédération de rugby à 13. Ok. Donc nous, comme on joue sur un terrain de dimension de handball, c'est vrai que jouer à 13 sur le terrain, ça aurait été compliqué pour essayer de passer. Donc en fait, les règles ont été basées sur du 55. Tu penseras à quoi, mon cher Arnaud, quand tu regarderas cette médaille d'argent? La médaille d'argent, c'est quand même une insatisfaction. Parce qu'on est, en tant que sportif de haut niveau, on n'a qu'une envie, c'est la victoire. Et on a eu beaucoup de sacrifices, on a fait un gros chemin pour y arriver pour la victoire, ce qu'on n'a pas eu. Mais j'ai quand même le sourire en le regardant parce que ça a été une aventure incroyable. C'est 2 ans et demi, 3 ans de préparation intensive avec des gars fabuleux, un staff extraordinaire.
Et pour moi, ça reste quand même une très belle expérience qui restera ancrée en moi pour toujours et qui m'a beaucoup appris en tant que jeune homme et en tant qu'aussi sportif. Alors je sais que tu rêves d'être champion du monde avec le 13 de France, mais je sais aussi qu'il y a un autre rêve qui t'a très vite traversé l'esprit après ton accident, celui de faire les Jeux paralympiques. On en parle tout de suite dans Jusqu'à la flamme. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, je suis toujours en très bonne compagnie avec le vice-champion du monde de rugby fauteuil à 13, Arnaud Vargas. Arnaud, parle-moi un petit peu de ce rêve paralympique. Cette idée, elle est arrivée très très vite dans ta tête, peut-être même avant de penser à ta carrière de rugbyman à 13. Comment ça s'est passé? C'est vrai que lorsque j'étais encore à l'hôpital, je me suis mis de suite d'objectifs en tête pour essayer de me relancer, et en fait, de me trouver des objectifs pour vraiment avancer le plus rapidement possible, tout en positivant en fait d'une manière, on va dire, générale sur ce qui m'est arrivé. Donc en fait, du coup, je me suis mis en tête de suite que je voulais un jour une médaille d'or ou du moins participer en fait aux Paralympiques. Parce que c'est vrai que pour moi, ces athlètes de haut niveau qui font ces Paralympiques sont incroyables. Ils ont une force d'esprit monumentale. Ils font preuve d'une puissance physique hors norme. Et donc, je me suis mis de suite en tête d'avoir un jour une médaille, et du moins de tout faire pour l'avoir. Et c'est vrai que du coup, grâce à un programme La Relève qui a été mis en place par le Comité paralympique français pour les JO 2024, ben, du coup, j'ai eu l'occasion de me mettre à fond dans l'aviron. Dans ces objectifs-là, j'ai mis un stand-by pour la Coupe du Monde de rugby fauteuil pour vraiment me focaliser sur un objectif. Mais je reste quand même donc là dans l'optique de participer un jour aux JO. Donc soit de me remettre à l'aviron et de participer au prochain programme La Relève pour pouvoir découvrir d'autres sports et pouvoir vraiment en fait découvrir en fait le sport dans lequel j'aurai un déclic et qui pourra me faire épanouir dessus. Et l'aviron, du coup, tu t'y es déjà essayé? J'ai fait à l'aviron pendant un an, j'ai dû arrêter avec le Covid. Après, j'ai mis en stand-by pour le rugby fauteuil, la Coupe du Monde. Mais j'en ai fait pendant un moment, j'ai eu des bons résultats, je me suis régalé, j'ai pris plaisir. Et maintenant, il faut que je m'y relance, trouver un autre club pour réessayer et voir un peu où j'en suis physiquement. Et tu as de quoi en faire à Toulouse, du coup? Je sais qu'il y a de très bons clubs sur Toulouse. Maintenant, il me faut voir auprès de la Fédé paralympique comment ils peuvent m'aider pour trouver des équipements parce que c'est toujours le même principe. Il faut avoir des équipements, il y a des frais qui se mettent en place parce qu'il faut adapter un équipement par rapport au handicap qu'on a pour la discipline. Donc voilà, il y a quand même une logistique à avoir avant ça. Donc on va te voir un jour aux Jeux paralympiques, c'est sûr. J'espère, je ferai tout pour. Alors Arnaud, on termine toujours cette émission par un petit quiz. C'est la tradition dans Génération Jeune. C'est parti. Bon, je t'ai quand même fait un quiz sur le rugby à 13 ans, fauteuil. Donc, Je me suis dit, je ne vais pas mettre de l'aviron tout de suite. Ça sera pour la prochaine. ah non, l'avion, ça va être un peu compliqué pour l'instant. Alors, fastoche. Qui a inventé le rugby à 13 fauteuils? Le rugby à 13 fauteuils, ça a été inventé par Robert Fassolette et Wallis Salman. Très bien. En quelle année? L'année, Petit je ne bonus. suis pas sûr. Il me semble que c'était vers 2005 ou 2010, je ne sais plus. Avant 1999. Ah ouais, Et donc c'était dans le bien, cadre du Téléthon qu'en fait d'accord, ok. germe Bon, l'idée bah, de ce sport inclusif basé sur, tu en as parlé tout à l'heure, le tag rugby en Angleterre, avec les drapeaux. ok. Bah, merci, j'en apprends du coup. Je t'en prie. Question numéro 2. Quels étaient les deux pays finalistes de la première Coupe du Monde en 2008? En 2008, je dirais France-Angleterre. Pas la France. Ah bon? Ah, alors ça craint quand même. Peut-être l'Australie? Oui, bravo. Et Donc, qui a gagné à ton avis? je dirais l'Angleterre. Oui, exactement. 44-12. Très fort. Petite dernière question. Qui a inscrit... Bon, celle-là, tu dois vraiment répondre du tac au tac. Hein. Qui Ok, a je vais inscrit essayer. le dernier essai lors de la finale 2022 de la Coupe du Monde? Tom Aliwal. Oui, c'est ça. À la combientième de minute?
Il me semble qu'il restait 1 minute ou 2. Ouais, c'est ça, à la 78e. Ouais, Affreux, ouais, ouais. affreux. Ouais, ça craint. Ça a été dur, ouais. C'était Et, très dur, ça. et quand tu vois passer le ballon sur la ligne, tu penses à quoi? On espère qu'une chose, c'est qu'il soit pas validé. C'est ça. Et après, on se dit: «C'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible» et après on essaie de se remotiver dessus. On se dit: «Allez, 2 minutes, c'est faisable, c'est Ouais. faisable». Mais les Anglais ont très bien joué et on n'a pas réussi à remonter, dans les dernières minutes. Eh ben, merci beaucoup Arnaud, c'était un plaisir de t'avoir dans cette émission. C'est vraiment hyper inspirant. Encore un énorme bravo pour ta saison à venir, pour ta médaille d'argent. Et je suis sûre qu'il y a plein de belles choses qui t'attendent avec encore plein de médailles. Bah, merci Et la beaucoup, en prochaine tout fois, cas. tu reviens avec toutes tes autres médailles. Bah, écoute, avec grand plaisir. À bientôt Arnaud. Merci Allez. à vous de nous avoir suivis sur Sport en France. On se retrouve très très bientôt. Merci à toute l'équipe en régie pour cette belle émission. À très vite. Je vous embrasse. Ciao.